Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier en compagnie de Claude Lafleur et Cédric Caillot. L'un des grands rêves que nous caressons depuis plus d'un siècle, c'est qu'un jour nous coloniserons l'espace, comme jadis les Européens en colonisaient les Amériques, aux grandes dames des Amérindiens qui s'y trouvaient déjà, soit dit en passant. On imagine qu'un jour, des colons pourraient s'établir ailleurs que sur Terre, possiblement en orbite terrestre, ou autour du Soleil, ou encore sur la Lune, sur Mars, ou voire même sur une planète lointaine. Voilà qui pourrait être l'occasion de créer de nouvelles sociétés. À l'instar, Claude, peut-être l'ignorais-tu, des colons venus s'établir en Nouvelle-France et en Nouvelle-Angleterre voilà 4 siècles. J'en avais pas conscience, c'est mes propres ancêtres à moi. Juste pour faire une parenthèse, les gens qui s'appellent comme Lafleur, comme moi, c'est des soldats français qui sont arrivés en Nouvelle-France et qui ont changé leur nom. C'était un surnom qui se donnait, mettons, Marcheseau dit Lafleur, et c'est mes ancêtres. Donc, mon ancêtre ici, c'était probablement un soldat venu faire carrière en Nouvelle-France et qui est resté s'installer. Si on revient à notre balado, on pourrait dire que c'est même un rêve que l'on caresse sérieusement depuis une bonne 50aine d'années, puisqu'un tour d'horizon de la question fait rapidement ressortir une foule de projets. Certains à peine esquissés, mais d'autres élaborés et étudiés avec soin et souvent accompagnés d'illustrations à faire rêver. Ah, mais qu'est-ce que ce serait que de vivre dans une colonie spatiale, sur la Lune ou sur Mars? On se demande souvent en rêvant. Oui, et certains projets nous sont présentés comme très sérieux, très réalistes, tandis que d'autres cherchent plutôt à nous faire réfléchir sur les enjeux de créer une nouvelle société. Serait-ce l'occasion de bâtir un monde meilleur que sur Terre, une société dénuée de conflits et de guerres, une sorte de paradis extraterrestre? Voilà qui laisse songeur. Dans tous les cas, toutefois, la question se pose, qu'est-ce que ce serait que de vivre dans l'un ou l'autre de ces nouveaux mondes ? C'est la question que nous a adressée l'un de nos auditeurs, Arnaud Guirao, architecte de métier. Dans son message, il nous indique que, je cite, « L'un des sujets chers à mon cœur par rapport à mon métier, c'est celui de l'habitat extraterrestre. » Arnaud nous adresse ainsi une série de questions auxquelles il aimerait bien avoir, demande-t-il simplement, des débuts de réponses. Il se demande entre autres s'il y a des projets en cours d'habitat extraterrestre. Comment se projette-t-on sur des conditions d'habitat sur des planètes extraterrestres, entre autres choses? Et à partir de cette question, on se demandera donc quels seront les avantages et les contraintes de vivre dans l'un ou l'autre des habitats dont on rêve. C'est ainsi que, tel que nous l'évoquions dans le balado 169, La conquête de l'espace, 1976, Le temps des rêves, on a déjà envisagé installer des colonies de 10 000 personnes dans l'espace. Il s'agit du projet du professeur Gerard K. O'Neill de l'université de Princeton, qui proposait la colonisation de l'espace à partir des années 2000 en utilisant des matériaux prélevés sur la Lune ou sur des astéroïdes. En outre, dans la foulée des missions Apollo, on a rêvé d'installer des bases sur la Lune. On n'a qu'à revoir Cosmos 1999, une série télévisée de 48 épisodes diffusée entre 1975 et 1977, qui nous faisait vivre les mésaventures de colons lunaires. Vous pouvez retrouver des épisodes sur YouTube. Sans oublier aussi la série Star Trek, nettement en avance sur notre époque, Claude. Exactement. Soit dit en passant, j'ai écouté sur YouTube quelques épisodes de Cosmos 1999, une série faite en 1975, comme on le disait, qui m'a beaucoup à l'époque séduit. C'est vraiment très bien fait, c'est assez surprenant. Ça parle de notre futur en l'an 2000 et c'est bien fait. C'est juste que c'est un peu très lent, là, ça bouge pas très vite, mais si vous avez la chance d'écouter un épisode, particulièrement le premier, vous allez voir des images assez impressionnantes. Vous allez voir aussi comment, en 1975, on imaginait le monde de l'an 2000. Il y a des trouvailles intéressantes. Il avait vu certaines choses, il n'avait pas vu d'autres. Les ordinateurs, à l'époque, avaient beaucoup de boutons, il y a beaucoup d'écrans, mais c'est assez intéressant si vous avez la chance de le voir. Et on peut aussi rajouter que, voilà que depuis les années 2010, Elon Musk nous propose d'établir une colonie d'1 million de personnes sur la planète Mars. Le patron de SpaceX fait ainsi valoir la nécessité de s'établir hors de la Terre au cas où notre planète deviendrait inhabitable ou si un jour elle devenait victime d'une catastrophe planétaire.
Musk souhaite ainsi que l'humanité devienne un jour, selon sa propre expression, une espèce multiplanétaire. On notera aussi que dans la foulée de la mission Artemis 2, la NASA vient de relancer son projet de base lunaire qu'elle espère établir dans les années 2030. Et au bonheur, on a possiblement repéré une planète plus ou moins semblable à la Terre autour de l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Mais il reste la question de savoir si on pourrait un jour s'y établir. C'est une question fascinante, hein? Peut-on envisager sérieusement s'installer ailleurs que sur Terre? Et si oui, dans quelles conditions? Passons donc en revue les différents habitats possibles que nous offre l'espace, en commençant par les plus proches de nous, c'est-à-dire en orbite autour de la Terre ou sur la Lune, jusqu'aux plus audacieuses, c'est-à-dire la possibilité de s'établir sur une planète lointaine. L'humanité pourrait-elle un jour coloniser l'espace? Et si oui, qu'est-ce que ce serait que de vivre loin de la Terre? Des cités dans l'espace. On peut retracer l'idée de s'établir dans l'espace aux travaux de Konstantin Tsiolkovsky, le grand penseur de l'astronautique qui, dès 1895, décrivait la colonisation de l'espace à l'aide de grandes stations orbitales munies de serres. Et dans les années 1950, Wernher von Braun nous présente son grandiose projet de roue orbitale desservie par navette spatiale. Ce projet a par la suite inspiré Stanley Kubrick pour son film 2001 L'Odyssée de l'espace. Pour la première fois, on nous présentait sur grand écran et de façon très réaliste ce que ce serait la vie dans l'espace. Et à tout cela s'ajoute un nombre incalculable de livres, d'émissions télé, de films et autres œuvres de science-fiction qui nous proposaient mille et une aventures de colonisation qui très souvent se terminaient mal. En particulier, certains auteurs se questionnaient sur ce que pourrait être la vie dans une communauté enfermée dans un environnement clos. Quelle dynamique sociale pourrait alors s'installer ? Reproduirions-nous la vie telle qu'elle se déroule sur Terre ou serait-ce l'occasion d'élaborer de nouvelles formes de vie en société ? Ces œuvres d'anticipation font aussi ressortir nos préoccupations quant aux conditions minimales nécessaires pour survivre dans l'espace, notamment en termes d'énergie, d'alimentation, d'approvisionnement en eau et en air, et de tout ce qu'il faut pour vivre. Dans le cas de colonies placées sur orbite, on s'inquiétait tout particulièrement de l'absence de la gravité terrestre. Comment notre organisme allait-il réagir? En effet, à l'aube de l'ère spatiale, on s'inquiétait grandement des réactions que pourrait avoir l'organisme humain placé en apesanteur. Du fait que nous avons toujours vécu sous une force de gravité, on se posait des questions aussi simples que comment allait se dérouler la circulation sanguine en apesanteur? Le cœur allait-il cesser de battre? Qu'en sera-t-il de la respiration? La nourriture allait-elle descendre naturellement vers l'estomac? Et qu'en sera-t-il de l'évacuation des déchets? Bref, certains redoutaient même que des astronautes ne perdent la tête en étant complètement désorientés. La question se posait donc, ne serait-il pas vital de recréer une force de gravité à l'aide de stations orbitales en forme de roue? En tournant sur elles-mêmes, ces stations créent une force centrifuge qui reproduirait la gravité terrestre. Imaginez-vous, vous êtes placé en périphérie d'une immense roue et celle-ci tourne plusieurs fois par minute, ce qui crée une force centrifuge et grâce à cette force, vos pieds sont collés sur la paroi extérieure et votre tête pointe vers le centre de la roue. Certains manèges qu'on retrouve dans un parc d'attractions recréent justement cet effet. Un tel manège peut avoir la forme de soucoupe volante. À l'intérieur, vous vous installez debout, le dos collé au mur de la paroi extérieure. La soucoupe volante se met à tourner sur elle-même rapidement. On se sent compressé sur le mur. Puis, on voit le plancher se défiler sous nos pieds, alors que nous, on reste collés, suspendus au mur. L'effet est assez saisissant. Dans le cas des résidents d'une roue orbitale nettement plus grande que la soucoupe volante du manège, elle tournerait beaucoup plus lentement, tout en créant une force centrifuge égale à la gravité terrestre. Les résidents auraient alors l'impression de vivre en conditions terrestres. Toutefois, c'est là une solution qui, à son tour, génère son lot de problèmes,
car il faudrait alors construire des roues de plusieurs centaines de mètres de diamètre au moins, alors que les résidents risquent d'être soumis à des effets engendrés par la force de Coriolis. Ainsi, selon les mouvements des habitants de la roue, cette force pourrait provoquer chez eux des étourdissements et des nausées, ce que l'on observe d'ailleurs dans les manèges, d'où s'échappent souvent des odeurs de vomi. En outre, les résidents de la roue observeraient de curieux phénomènes autour d'eux. Notamment, un objet échappé ne tomberait pas à la verticale comme sur Terre, mais en diagonale. De même, les liquides se comporteraient de façon bizarre. Bref, l'idée de s'installer dans l'espace mettrait en lumière tout ce dont on prend souvent pour acquis sur Terre, pour vivre confortablement, mais aussi pour s'épanouir. On s'inquiétait donc grandement de savoir comment notre organisme allait réagir en gravité zéro. Puisqu'il est impossible de reproduire la pesanteur sur Terre, on se demandait même si on allait pouvoir y survivre, ne serait-ce que quelques instants. Et c'est pourquoi le simple fait que le premier animal à avoir survécu dans l'espace, et là on pense à la chienne Laika en novembre 1957, a déjà été un grand soulagement. Par la suite, d'autres animaux et enfin des hommes ont montré que notre organisme s'adapte très bien à l'absence de la gravité. En fait, après quelques jours pénibles d'adaptation, le corps humain se porte très bien en apesanteur. C'est pourquoi on a laissé tomber l'idée de station spatiale en forme de roue. Nul besoin de recréer une force de gravité. On pourrait même dire que notre organisme s'adapte étonnamment bien à l'apesanteur, voire même trop bien. Si ce n'était de la nécessité de revenir un jour sur Terre et donc de faire face à nouveau à la gravité terrestre, les résidents d'une station orbitale n'auraient pas besoin de faire 2 bonnes heures d'exercice physique par jour. Leur cœur, leurs muscles et tout le reste de leur organisme n'en ont nul besoin. Il est même plutôt très confortable d'évoluer en absence de toute gravité. Toutefois, comme on le relate dans le balado 153, les petits à côté moins glorieux de la vie à bord d'ISS, vivre au quotidien et surtout travailler un apesanteur devient vite frustrant. C'est-à-dire que s'il est amusant de flotter comme tel un poisson dans l'eau ou voler comme un oiseau, le fait de devoir toujours tout attacher, y compris soi-même, pour accomplir la moindre tâche devient extrêmement agaçant. Comme le relate l'astronaute Scott Kelly qui a séjourné une année entière à bord de l'ISS, la moindre tâche qui sur Terre ne nécessiterait qu'1 heure ou 2 prend facilement une journée à accomplir à bord d'une station. Et il ajoute qu'il faut aussi régulièrement s'y mettre à 2 pour réaliser une simple opération facile à mener sur Terre par une seule personne. C'est pourquoi plusieurs promoteurs de colonies spatiales ont, en fin de compte, proposé de recréer une force de gravité. Le projet le plus élaboré a été celui du professeur O'Neill. Celui-ci a imaginé une colonie constituée de 2 cylindres de 6 à 8 km de diamètre et de 32 km de long reliés par une tige. Cet habitat en forme d'haltère effectuerait 28 rotations par heure afin de créer une gravité artificielle. À cette vitesse de rotation, peu de personnes souffriraient des inconvénients provoqués par la force de Coriolis. L'espace à l'intérieur de ces cylindres serait si vaste qu'il se produirait même des phénomènes météo tels que des nuages, des vents et des averses. De plus, un anneau agricole ceinturant l'haltère servirait à la production de la nourriture pour la colonie. Au centre de l'haltère, où régnerait l'apesanteur, des installations industrielles serviraient à fabriquer des produits made in space. Ce centre pourrait également héberger une zone de loisirs où les colons pratiqueraient des sports et activités impossibles à mener sur Terre. Ce serait un terrain de jeu difficile à imaginer pour nous, terriens. L'intérieur de chacun de ces cylindres serait éclairé par les rayons du soleil, qui entreraient par de grandes fenêtres munies de miroirs extérieurs pivotants. L'orientation de ces miroirs changerait constamment afin de recréer le jour un éclairage normal et pour simuler le cycle des jours et des nuits. La météo serait contrôlée en permanence dans ces cylindres afin de favoriser la vie des plantes et des habitants. O'Neill avait aussi proposé 2 autres projets plus modestes à réaliser avant sa grandiose colonie de 10 000 personnes, à savoir une sphère en rotation de 512 mètres de diamètre et une seconde de 1600 mètres.
Dans son esprit, ces sphères, où résideraient plusieurs centaines de colons, auraient été construites dans les années 1990 et 2000. Imaginez donc. Comme quoi, on rêvait grand dans les années 1970. D'après lui, la vie à bord dans cet habitat serait préférable à celle de maints endroits sur Terre, considérant l'abondance de la nourriture, la maîtrise du climat et de la météo, ainsi que l'absence d'usines et de véhicules polluants. Le projet du professeur O'Neill présentait une belle utopie. 10 000 personnes vivant en autarcie dans un habitat clos et aux conditions idéalement réglées. Mais comment allait se dérouler la vie dans une telle société ? C'est la question à laquelle ont d'ailleurs réfléchi à l'époque un certain nombre de sociologues et autres spécialistes du vivre ensemble. À l'époque où O'Neill a élaboré son projet, un petit nombre de cosmonautes et d'astronautes, tous des hommes hautement entraînés et motivés, avaient passé quelques semaines, voire jusqu'à 3 mois pour 3 d'entre eux, dans des petites stations orbitales telles que Salyut et Skylab. Mais depuis les années 1990, quantité d'autres, principalement des hommes, ont passé jusqu'à 1 année dans le complexe orbital Mir, puis dans la Station spatiale internationale ISS. Le record du plus long séjour est de 14 mois, établi en 1995. Notons que personne d'autre n'a depuis tenté de battre ce record, et pour cause, Claude. En effet, car si on a réalisé que l'organisme humain s'adapte fort bien à l'absence de la gravité, la situation est tout autre au plan psychologique. En pratique, il devient très difficile de passer plus de 6 à 10 mois dans un environnement clos, loin de la Terre et surtout privé des siens et de la nature. C'est justement là la grande leçon que l'on retire des longs séjours passés en station orbitale. Le fait de vivre dans l'espace revient à être confiné dans une machine sans jamais pouvoir en sortir pour aller prendre l'air. Comme le relate Kelly dans son livre Endurance My Year in Space, A Lifetime of Discovery, ce qui me manque, de cuisiner, l'achat d'aliments frais, l'odeur d'un légume qu'on coupe, la vue des produits frais s'entassant dans les épiceries. Les épiceries me manquent, leurs étalages aux vives couleurs, la vue des personnes qui circulent dans les allées. Les gens me manquent. Rencontrer de nouvelles personnes, apprendre à les connaître, découvrir leurs expériences que je n'ai pas vécues. Le cri des enfants qui jouent, entendre des gens parler et rire dans la pièce d'à côté, le craquement des planchers de bois lorsqu'on y marche, m'asseoir dans un fauteuil ou sur une chaise, boire dans un verre, déposer des choses sur une table et voir qu'elles y restent. Le soleil sur mon visage me manque, l'eau courante sous toutes ses formes. Prendre une douche, me laver le visage et les mains. Dormir dans un lit, la sensation de drap sur moi, le confort d'un oreiller, les couleurs des nuages à différents moments de la journée, la multitude de levées et de couchers de soleil, tout cela me manque. La Station spatiale internationale offre un espace qui se compare à celui d'une maison de 3 chambres avec 2 salles de bain, environ 388 mètres cubes. Imaginez-vous y vivre à 7, comme c'est actuellement le cas à bord d'ISS. On en a d'ailleurs fait un peu l'expérience en 2020 et 2021, lorsqu'on s'est parfois retrouvé confiné dans notre lieu de résidence, mais vraiment rien de comparable à ce que ce serait de vivre dans une colonie orbitale. Voilà pourquoi la barrière psychologique pourrait bien être infranchissable. Vous imaginez-vous vivre dans une colonie spatiale de 10 000 personnes? Votre vie serait sans doute moins contraignante que dans une station orbitale, mais nettement plus que sur Terre. Base lunaire. L'endroit le plus proche pour s'établir hors de la Terre est bien entendu la Lune. Celle-ci ne se trouve qu'à seulement, peut-on dire, 385 000 km de nous, et il ne faut que 3 ou 4 jours pour s'y rendre. Pourtant, bizarrement, on n'envisage guère y installer une colonie permanente. Tout au plus songe-t-on à y aménager des bases qui n'hébergeraient que des astronautes, chacun d'entre eux y passant un temps très limité, un peu à l'image des bases scientifiques qu'on opère en Antarctique. Dans les faits, on ne voit pas le jour où des humains s'installeront pour de bon sur la Lune. Et pourtant, notre voisine offre un grand avantage par rapport aux colonies qu'on peut imaginer placées dans l'espace, à savoir une force de gravité naturelle
qui de surcroît n'est que de 1/6 de celle qu'on connaît sur Terre. C'est dire qu'il serait nettement plus facile de vivre et de travailler dans une base lunaire que dans une station orbitale où règne l'apesanteur. Sur la Lune, grand avantage, tout pèse 6 fois moins que sur Terre. Elle offre les avantages d'une force de gravité, mais beaucoup moins pénible que la gravité terrestre. Pensez donc qu'une personne de 70 kg sur Terre n'en pèsera même pas 12 sur la Lune. Là-bas, on doit se sentir 6 fois plus puissant, étant capable de sauter 6 fois plus haut ou 6 fois plus loin. Et soulever une haltère de 100 kg terrestre ou un frigo ne poserait aucun problème en gravité lunaire. En outre, notre voisine préserve l'un des grands avantages qu'on retrouve dans une station orbitale, mais pas sur Terre, le vide parfait à partir duquel on peut fabriquer des produits impossibles à obtenir ici-bas. On y trouve aussi quantité de matières premières, à commencer par de l'eau en abondance. De cette eau, on pourra extraire l'oxygène dont on a besoin pour respirer. Et en 1/6 de gravité, il sera nettement plus facile de cultiver et de produire une variété d'aliments qu'en station orbitale. Tout compte fait, plus besoin d'être ravitaillé régulièrement depuis la Terre, comme cela est essentiel pour les astronautes en orbite terrestre. On peut donc imaginer qu'il serait plus confortable et agréable de vivre sur la Lune qu'enfermé dans un cylindre de O'Neill. Entre autres, tout résident sera sans doute émerveillé par les spectaculaires clairs de terre qu'il verra, puisque ceux-ci sont 50 fois plus brillants que les clairs de Lune. Imaginez ce que ça doit être de voir une pleine Terre si étincelante, ce qu'aucun astronaute n'a encore jamais vu. Notons au passage un phénomène particulier qu'observera tout résident de la face visible de la Lune. La Terre, pour lui, occupera toujours la même position dans son ciel. En effet, la position de notre planète ne change que si on se déplace à la surface de la Lune. Par exemple, si on se trouve en plein centre de la face visible, c'est-à-dire à l'équateur et au méridien 0, la Terre sera toujours placée au zénith, exactement au-dessus de notre tête, tournant simplement sur elle-même. Si on se déplace vers l'est, en demeurant le long de l'équateur, on verra la Terre s'abaisser vers l'horizon ouest. Et si on se déplace vers le nord, on verra la Terre descendre vers l'horizon sud. C'est dire qu'en regardant simplement où se trouve la Terre dans le ciel lunaire, on pourrait aisément savoir où on se trouve sur la face visible. Plus besoin de GPS. Par contre, de l'autre côté de la Lune, sur la face cachée, on ne verrait jamais la Terre. Vu depuis le sol lunaire, notre planète présente des phases semblables aux phases lunaires que nous connaissons. Ainsi, au moment de la pleine Lune, vue depuis la Terre, les lunautes ne verront pas ou très peu la Terre, celle-ci se trouvant plongée dans l'obscurité de leur point de vue. 2 semaines plus tard, en revanche, alors que depuis la Terre, la Lune nous apparaît plongée dans l'obscurité, la phase dite de la nouvelle Lune, les lunautes se trouveront au beau milieu de leur nuit et ils bénéficieront alors d'une pleine Terre extraordinairement lumineuse. Entre-temps, ils verront défiler des phases terrestres assez semblables à celles que nous connaissons en observant la Lune soir après soir. Comme chacun le sait, la Lune met 28 jours pour accomplir une orbite autour de la Terre, tout en tournant sur elle-même en 28 jours. On dit qu'elle est gravitationnellement calée par rapport à la Terre, lui offrant toujours le même hémisphère. C'est aussi le cas de bon nombre de lunes qui gravitent autour des planètes du système solaire. Il découle de ce fait que la durée du jour lunaire, c'est-à-dire le temps que met un astre pour faire un tour sur lui-même, est égale à l'année, c'est-à-dire le temps que met la Lune à faire le tour de la Terre. En conséquence, la période de plein jour lunaire dure 2 semaines terrestres et la nuit presque autant. Le jour, le mercure monte jusqu'à 120 degrés Celsius et peut descendre jusqu'à moins 120 la nuit. Et contrairement à la Terre, il n'y a pas de saison sur la Lune. En fin de compte, s'établir sur notre voisine serait donc tout à fait réalisable. Sinon même beaucoup plus facile que de construire une colonie à la O'Neill. Y vivre serait à la fois une expérience particulière, mais tout à fait viable. Mais alors, Florent, pourquoi ne songe-t-on pas à s'y établir durablement ? C'est que voilà, hélas, la Lune présente de sérieuses contraintes à toute vie. Celle-ci découle en bonne partie du fait qu'elle ne possède ni atmosphère, ni aucune ceinture de radiation. C'est pourquoi d'ailleurs le ciel est toujours noir, même en plein jour, ce qui induit en erreur certains.
En fait, se trouver sur le sol lunaire, c'est être directement plongé dans l'espace, comme lorsque les astronautes s'aventurent hors de leur station orbitale. Les 2 pieds dans le sable lunaire, les astronautes sont néanmoins exposés aux rigueurs de l'espace. Comme on l'a vu dans le balado précédent, l'atmosphère terrestre nous protège de multiples façons. Entre autres, elle atténue les variations de température entre le jour et la nuit, permettant de maintenir une température moyenne de 15 degrés. Alors que sur la Lune, la température moyenne est de moins 73 degrés Celsius. En outre, l'oxygène présent dans notre atmosphère crée une couche d'ozone à haute altitude. Or, il s'agit là d'un bouclier très efficace qui filtre une bonne partie des rayons ultraviolets du Soleil, très nocifs à toute vie. De plus, notre atmosphère nous protège contre le bombardement incessant des astéroïdes et des micro-astéroïdes qui s'abattent jour après jour sur notre planète, la très grande majorité d'entre eux s'y consumant. Or, la surface lunaire n'est nullement protégée, d'où le nombre incalculable de cratères d'impact qu'on y observe. En fait, sur la Lune, nous perdons toute protection naturelle contre les chutes de météorites et les rayonnements cosmiques. Une atmosphère permet également d'équilibrer les écarts de température entre le jour et la nuit, sinon même lorsqu'on passe de l'ombre au soleil. Ainsi, un astronaute en scaphandre faisant face au soleil sentira les 120 degrés sur ses bras et son ventre, tandis que son dos sera lui soumis à moins 120 degrés. Les astronautes d'Apollo l'ont d'ailleurs très bien ressenti lorsqu'ils se trouvaient dans l'ombre de leur module lunaire, puis passaient en plein soleil. Autre phénomène auquel on ne pense pas. La Terre est entourée, loin au-dessus d'elle, par les ceintures de radiation dites de Van Allen. Or, ces ceintures nous protègent en grande partie des radiations solaires et cosmiques. Elles proviennent du fait qu'au centre de la Terre se trouve un noyau de fer et de nickel qui tourne sur lui-même à la manière d'une dynamo. Mais la Lune, elle, ne possède pas de noyau en rotation et par conséquent aucune ceinture de radiation qui protégerait ses lunautes. Par ailleurs, le sol lunaire est fait d'une matière extrêmement corrosive, qu'on appelle du régolithe. Cette très fine poussière colle absolument partout, à la manière de la suie. Au dire des astronautes qui ont exploré le sol lunaire, certains se sont rapidement sentis aussi sales que des cochons. Et puisque ce régolithe très abrasif s'infiltre partout, il endommage assez rapidement les revêtements et entrave nombre de mécanismes. C'est dire que les lunautes feront constamment face à une poussière qu'ils trouveront très encombrante, sinon même terriblement détestable, voire néfaste au bon fonctionnement des équipements de survie. Et qui en plus, au dire des astronautes d'Apollo, sent mauvais. Ils ne pourront pas sortir non plus de leur habitat en scaphandre pour faire simplement une marche de détente. Être à l'extérieur sera toujours très dangereux, même si s'aventurer sur le sol lunaire sera nettement plus facile que de marcher hors d'une station orbitale. La durée du jour et de la nuit risque aussi de poser un problème inédit. On sait que les résidents d'une station orbitale connaissent un cycle jour-nuit d'1h30. C'est-à-dire qu'ils voient se lever et se coucher le soleil 16 fois par jour. Mais, enfermés dans leur machine, ils n'y prêtent guère attention. Dans le cas de la Lune, qu'est-ce que ce sera que de se voir plongé dans une journée qui dure 335 heures avant d'être plongé dans une nuit presque aussi longue? Comment ne pas déprimer dans une nuit qui dure l'équivalent de 14 jours terrestres? Et comment garder un cycle normal d'activité de jour et de sommeil lorsqu'il fait grand jour durant 14 jours? En vérité, il semble que vivre sur la Lune présentera une foule de défis, dont possiblement quelques autres dont on n'a pas encore connaissance. Voilà pourquoi on n'envisage que d'y installer des bases dans lesquelles travailleront des astronautes pour des périodes limitées, pouvant aller jusqu'à quelques mois. Pour eux, vivre et travailler en 1/6 de gravité sera beaucoup plus pratique qu'en apesanteur. C'est pourquoi de nombreux astronautes actuels y rêvent déjà. Néanmoins, installer une colonie serait théoriquement possible. Pour ce faire, plusieurs scénarios ont été envisagés. Tout repose sur le fait qu'il faut avant tout se protéger contre les radiations en provenance de l'espace, principalement des tempêtes solaires qui, sur Terre, génèrent les aurores boréales.
Il faut aussi se protéger contre les écarts de température extrêmes et du vide qui règnent à la surface de la Lune, ainsi que des effets corrosifs du régolithe et contre l'impact éventuel d'astéroïdes. Des colons lunaires pourraient par exemple s'installer dans des grottes ou creuser des abris. On soupçonne en effet qu'il existe une foule de grottes naturelles sur la Lune, ou peut-être pourrait-on aussi s'installer dans certaines crevasses. On pourrait aussi construire des abris en surface qu'on recouvrirait par la suite d'une épaisse couche de sol lunaire. Ou encore s'installer dans un cratère, le choix ne manque pas, sur lequel on fixerait une solide toiture hermétique. La Lune représente par contre un environnement fort intéressant, surtout sa face cachée. S'installer de l'autre côté de la Lune serait une expérience assez différente que de vivre sur sa surface visible. Ainsi, de ce côté-ci, on ne verrait jamais la Terre et n'aurions pas de contact radio direct avec notre planète. On serait obligé de communiquer par l'intermédiaire de satellites relais. Surtout au moment où la nuit lunaire surviendrait, on serait alors plongé dans la plus parfaite obscurité que l'on puisse imaginer. Mais ce ne serait pas le noir total, loin de là, puisqu'on verrait un ciel étoilé comme jamais aucun humain n'en a contemplé. Un ciel sans nuages, sans pollution, sans humidité, sans éclairage terrestre, et avec aucun satellite traversant le ciel, ou très peu. Ce serait un endroit idéal pour faire de fabuleuses observations astronomiques, loin de toute perturbation. Ce serait aussi un endroit encore plus formidable pour faire de la radioastronomie, c'est-à-dire écouter les signaux radio en provenance de l'univers. Car de l'autre côté de la Lune, on serait totalement isolé du nombre incalculable d'émissions d'ondes radio émanant de la Terre. Silence radio absolu. Et qui sait ce qu'on pourrait découvrir de l'autre côté de la Lune? S'établirons-nous un jour sur Mars? Depuis des siècles, on y rêve de Mars, soit d'y trouver de la vie ou de s'y rendre pour l'explorer, sinon même de s'y installer. On imagine cette planète comme une belle oasis, une nouvelle terre à coloniser. Pourtant, Claude, ce rêve repose sur plusieurs perceptions erronées. En effet, notre rêve est apparu lorsque on a découvert dans les années 1600 que cette planète tourne sur elle-même en 24 heures et demie. Une belle coïncidence avec la Terre que l'on ne retrouve sur aucune autre planète. Puis l'astronome italien Giovanni Cassini, qui a aussi beaucoup étudié Saturne et à qui on a d'ailleurs attribué le nom d'une sonde d'exploration de cette planète, repère ce qui semble être des calottes blanches au pôle de la planète Mars. Cette observation pourrait signifier la présence d'eau et d'une atmosphère semblable à ce qu'on trouve sur Terre. Un siècle plus tard, l'astronome britannique William Herschel découvre que l'axe de rotation de Mars est incliné d'une 30aine de degrés, soit à peu près comme celui de la Terre. C'est dire que ces deux planètes tournent sur elles-mêmes comme des toupies, en étant penchées de 25 degrés et 23 degrés respectivement. Ainsi, les jours sur cette planète sont de la même durée que les nôtres, tandis que l'inclinaison de l'axe de rotation fait en sorte que cette planète connaît des saisons comme nous ici sur Terre. C'est là de belles coïncidences qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le système solaire. Voilà qui a fait jaillir l'idée que cette planète était de toute évidence habitée. Puis, très vite, a germé l'idée que l'on pouvait possiblement prendre contact avec ces Martiens, avec une civilisation sœur. Cette idée a par la suite été exploitée abondamment par Percival Lowell, avide de faire parler de lui. Il s'agissait cependant d'un apprenti astronome qui, comme nous le démontrons clairement dans le balado 38, « Pourquoi Mars nous obsède-t-elle autant ?», était en réalité un menteur et un imposteur. N'empêche que l'idée d'une planète habitée était si séduisante qu'on a mis un siècle avant de réaliser que tel n'était pas le cas. Mais le rêve a néanmoins perduré encore très longtemps, étant même alimenté par des photos que nous ont transmises les sondes qui s'y sont posées et qui nous montrent de beaux paysages désertiques sous un ciel rose. Rien à voir avec les paysages désolés et grisâtres cendres de la Lune. La question s'impose donc. Ne pourrait-on pas aller s'installer dans un désert martien et fonder une nouvelle colonie? C'est justement le rêve,
très séduisant qu'exploite abondamment Elon Musk. Mars, mais qu'est-ce que serait que de vivre sur cette planète? Quelles conditions y règnent? Au-delà du rêve, quelle est la réalité? Mars fait le tour du Soleil en 687 jours terrestres. Et comme elle tourne sur elle-même en 24 heures 37 minutes, ces 687 jours terrestres représentent 669 jours et demi sur Mars. Les saisons ne se succèdent donc pas tous les 3 mois, mais durent l'équivalent de 5 mois et demi terrestres. Gravitant 1,5 fois plus loin du Soleil que ne le fait la Terre, cette planète reçoit 2 fois moins d'énergie que nous, donc 2 fois moins d'éclairage, de chaleur et d'autres radiations solaires. Mars est en outre 2 fois plus petite que la Terre et elle est 10 fois moins massive. En conséquence, la force de gravité qui règne sur cette planète équivaut au tiers de celle de la Terre. Une personne de 70 kg n'en pèse que 26,5 sur Mars. Il découle de cette faible force de gravité que la planète n'est entourée que par une très mince atmosphère, 100 fois plus ténue que la nôtre. Cela revient à dire que se tenir à la surface de Mars, c'est comme se trouver à 24 km d'altitude dans l'atmosphère terrestre. Or, lorsqu'on songe que sur Terre, il est difficile d'atteindre le sommet du mont Everest, situé à 9 km d'altitude, tant l'air y est rare. Imaginez ce que ce serait que de vivre à 24 km d'altitude. On sait aussi que cette atmosphère est composée à 96% de dioxyde de carbone, le CO2, avec des traces d'argon et d'azote. Il s'agit donc d'une atmosphère irrespirable. En outre, il y fait très froid. Si la moyenne des températures sur Terre est de 15 degrés Celsius, elle est de moins 63 degrés sur Mars. Dans les meilleures conditions, c'est-à-dire par un beau jour d'été à l'équateur, la température peut atteindre les 20 degrés. Par contre, elle chute rapidement la nuit puisque la mince atmosphère martienne ne retient que très peu la chaleur accumulée durant le jour. Cette planète ne possède en outre aucun champ magnétique ni couche d'ozone qui protégerait la vie en surface. C'est dire que même s'il y a une atmosphère, on est quasiment dans l'espace. Pourtant, il se pourrait que de la vie soit apparue sur cette planète peu après sa formation, mais que pour des raisons qu'on ne s'explique pas encore, elle n'a pu se développer. Mars recèle en effet quelques grands mystères. Entre autres, il y a des milliards d'années, l'eau a coulé à flot sur cette planète, qui semble aujourd'hui très sèche. Où est donc passée cette eau? En outre, à ses débuts, Mars avait possédé un champ magnétique qui s'est éteint. Que s'est-il donc passé sur cette planète il y a quelques milliards d'années? Voilà qui est très intriguant. De toute évidence, Mars a beaucoup à nous apprendre et c'est pourquoi on rêve tant de l'explorer. Mais pourrait-on s'y installer tout de même? C'est le grand rêve que cultivent certains. Or, comme on vient de le voir, c'est en vérité une planète presque aussi inhabitable que la Lune, malgré les paysages enchanteurs que nous montrent les sondes. Il faudrait y construire des habitats similaires à ceux requis pour résider sur la Lune. En outre, Mars est très loin de la Terre. Elle gravite autour du Soleil à une distance moyenne de 228 millions de kilomètres, soit 1,5 fois plus loin que la Terre. Il faut compter entre 6 et 9 mois de vol interplanétaire pour y parvenir. En outre, on ne peut pas s'élancer n'importe quand vers Mars. Il faut attendre que les deux planètes soient correctement alignées, ce qui se produit environ tous les 26 mois. C'est dire que Mars est nettement moins accessible que la Lune. Y acheminer tout le matériel nécessaire pour s'y établir posera des défis logistiques gigantesques. Et ce sera encore davantage le cas lorsque viendra le temps d'y envoyer des colons. Ce qui est pourtant le projet d'Elon Musk. D'ici quelques années, nous promet-il, il enverra des Starships qui transporteront chacun une centaine de colons. Musk nous promet, dit-il, d'acheminer 1 million de personnes sur cette planète qui bâtirait la première colonie extraterrestre. À 100 colons par voyage, cela nécessitera le lancement donc de 10 000 Starships. Imaginons un instant être l'un d'eux.
Imaginons faire partie d'un groupe d'une centaine de personnes qui prennent place dans un vaisseau qui, disons, s'assimilerait à l'intérieur d'un Airbus A320. Imaginons s'élancer de Cap Canaveral pour un voyage interplanétaire de 6 à 9 mois. Mais vous imaginez-vous passer tant de temps dans une carlingue d'avion? Ajoutons même que cette carlingue est en réalité beaucoup plus spacieuse que l'espace qu'offrira un Starship, où la centaine de passagers sera littéralement entassée comme des sardines. Oui, en effet, Claude, pour le moment, un Starship n'a pas du tout la taille ni le confort d'un Airbus A320. En tout cas, une fois parvenu à destination, on ne plante pas sa toile de tente partout, simplement dans un désert chaud, comme au Sahara ou au bord d'une jolie rivière. Non, on se trouve plutôt dans une plaine glaciale, nettement plus froide que le Grand Nord canadien, plongée dans une atmosphère irrespirable et soumise aux radiations ultraviolettes du Soleil. Il n'est pas question ici de porter de chauds et élégants habits polaires, mais de rester bien verrouillé dans des scaphandres. À côté de cela, vivre au sommet du mont Everest serait une partie de plaisir, un pique-nique par une douce journée d'été. Tout compte fait, Mars offre des conditions d'habitabilité à peine meilleures que celles de la Lune. La principale différence entre ces deux mondes est le fait que la Lune étant nettement plus proche de nous, il sera assez facile pour des lunautes de revenir un jour sur Terre. Tandis que dans le cas des colons martiens, ceux-ci sont à toute fin pratique des exilés de notre monde. C'est un peu comme à l'époque de la colonisation de la Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre. Ceux et celles qui quittaient l'Europe pour s'y établir le faisaient pour de bon, laissant derrière eux et à tout jamais famille, amis et tout le confort et les commodités que pouvait leur procurer l'Europe à l'époque. Vous imaginez-vous en faire autant? Renoncer à tant de choses pour vivre sur Mars? Certains rêvent néanmoins qu'un jour on pourra terraformer cette planète, c'est-à-dire modifier son atmosphère pour la rendre respirable. C'est là une entreprise colossale, extraire du CO2 ambiant l'oxygène tout en séquestrant le carbone. Certains ont proposé de faire ce travail par des plantes, un peu à la manière des stromatolites qui, jadis, ont transformé l'atmosphère terrestre, tel qu'on le décrit dans le balado 178, la Terre, une planète pas très hospitalière. Mais c'est juste oublier qu'il aura fallu aux stromatolites plus de 2 milliards d'années pour rendre notre atmosphère respirable. Finalement, n'oublions pas que la faible force de gravité qui règne sur Mars ne permettra jamais de maintenir une bonne couche d'air en surface. Au mieux, ce serait de créer des conditions de vie telles qu'on les retrouve sur Terre à 24 km d'altitude. Ailleurs dans le système solaire. Existe-t-il quelque part dans le système solaire un autre endroit où on pourrait s'établir? Y a-t-il d'autres planètes accueillantes? Ou sinon, pourrait-on s'installer sur certains satellites naturels? Après tout, si on imagine des possibilités de vie en quelques autres endroits de notre petit coin d'univers, peut-être y aurait-il une place pour nous quelque part. En premier lieu, qu'en est-il de Vénus? Mais Vénus, voyons donc, on sait que sur cette planète règnent des conditions absolument infernales. La température moyenne est de 465 degrés. La pression atmosphérique est 100 fois supérieure à la nôtre et son atmosphère est composée à plus de 96% de CO2. Peut-on imaginer des conditions pires que l'enfer? Pourtant, à certains égards, Vénus est fort intéressante puisqu'on la considère comme la sœur de la Terre. Pour commencer, elle a pratiquement la même taille, alors que sa masse équivaut à 80% de celle de notre planète. De ce fait, la force de gravité à sa surface correspond aux 9/10 de la gravité terrestre. De surcroît, Vénus est plus accessible que Mars puisqu'il ne faut que 3 à 5 mois de vol interplanétaire pour y parvenir. Étant 30% plus proche du Soleil que nous le sommes, il y ferait certes plus chaud dans des conditions normales, mais pas de façon excessive. C'est pourquoi, à l'aube de l'ère spatiale, on imaginait cette planète recouverte de luxuriantes forêts tropicales. Bien sûr,
Il est hors de question d'y envoyer quiconque, pas même de valeureux exploreurs, à sa surface. Mais qui sait si, dans un certain futur, on ne parviendrait pas à terraformer son atmosphère? Dans ce cas, Vénus offrirait alors de bien meilleures conditions d'habitabilité que Mars et la Lune. Mais à coup sûr, on parle ici d'un avenir très lointain. Mais déjà, certains suggèrent d'ensemencer immédiatement l'atmosphère vénusienne avec des micro-organismes ou des plantes qui amorceraient le processus de terraformation. Qui sait si on ne devrait pas entamer ce processus pour le cas où, un jour, nos arrière-arrière-petits-enfants en auraient besoin. Quant aux autres planètes du système solaire, notamment Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, elles sont non seulement très distantes de nous, mais elles n'offrent aucune surface solide. Ce ne sont que d'immenses boules de gaz dotées au centre d'un noyau inaccessible. Impossible donc d'imaginer quelque habitat que ce soit sur de tels mondes, à moins de faire preuve d'une imagination extrêmement fertile, en prenant aussi au passage en compte le fait que nous sommes très loin du Soleil et donc on reçoit très peu d'énergie de sa part. En effet. Et on ne pense pas non plus à Mercure, une planète qui offre des conditions semblables à celles de la Lune, tout en étant 3 fois plus proche du Soleil que nous le sommes. Il ne ferait vraiment pas bon de vivre dans les intenses radiations émanant de notre étoile. On peut aussi considérer certaines grosses lunes qui gravitent autour de Jupiter et de Saturne. On soupçonne même déjà que certaines d'entre elles pourraient en ce moment héberger de la vie. On parle de Ganymède, d'Europe, de Callisto, d'Encelade et de Mimas. Notons qu'on pense que ces lunes pourraient abriter des formes de vie marines et non pas de la vie terrestre telle qu'on se l'imagine. Mais si la vie est possible sur ces lunes, ne pourrait-on pas s'en servir comme un point de départ ? Prenons l'exemple de Ganymède, la plus grosse lune du système solaire. Cet astre mesure 5300 km de diamètre, soit les 4/5 de Mars. Sa force de gravité équivaut à 1/7 de la gravité terrestre. Ganymède orbite à 1 million de kilomètres de Jupiter. C'est-à-dire que si proche, la vue de l'atmosphère bariolée et turbulente de la géante gazeuse doit être absolument spectaculaire. Cette lune fait le tour de sa planète en 7 jours seulement, en même temps qu'elle fait un tour sur elle-même. Sur Ganymède, le jour est donc égal à l'année, puisque l'astre présente toujours le même hémisphère à sa planète. Sur Ganymède, il fait moins 165 degrés. En outre, elle baigne dans les intenses radiations du puissant champ magnétique dégagé par Jupiter. Comment la vie peut-elle exister sur un tel monde ? Peut-on se demander ? C'est que la surface de Ganymède est recouverte par une épaisse couche de glace, sous laquelle se trouverait un important océan. Cet océan pourrait justement regorger d'une vie marine, mais une vie très différente de tout ce qu'on peut imaginer. Bref, si Ganymède regorge possiblement d'une vie, elle n'offre cependant aucune condition propice pour nous. Et malheureusement, c'est la même chose pour les autres lunes du système solaire. En résumé, on n'imagine aucun autre endroit du système solaire qui nous soit vraiment hospitalier. Notons par contre que nos connaissances en cette matière pourraient évoluer de façon surprenante. En effet, rappelons-nous que, à titre d'exemple, qu'il y a quelques décennies à peine, on n'imaginait aucune possibilité de vie ailleurs dans le système solaire, sauf sur Mars. Surtout, jamais on n'entrevoyait la moindre possibilité qu'il puisse y avoir de la vie au-delà de l'orbite de Mars, puisqu'on estimait qu'il faisait beaucoup trop froid pour y trouver de l'eau liquide, condition essentielle à toute vie. Mais alors, personne non plus n'avait envisagé la possibilité de découvrir des lunes couvertes d'une épaisse couche de glace sous laquelle pourraient se trouver des océans. Qui sait donc ce que nous allons découvrir au sujet de la vie et des conditions d'habitabilité des mondes ces prochaines décennies ? Entre-temps, on regarde plutôt au loin avec l'espoir de découvrir une planète autour d'une autre étoile pas si lointaine et qui serait susceptible de nous héberger. Or, au bonheur, c'est peut-être justement ce qu'on a récemment trouvé. Peut-on rêver de Proxima ?
Comme on le sait tous, l'étoile la plus proche de nous est Proxima du Centaure. C'est l'une des 3 étoiles qui constituent le système Alpha du Centaure. 2 étoiles gravitent très proches l'une de l'autre, alors qu'à grande distance circule autour d'elle une 3e étoile. C'est cette dernière qui se trouve en ce moment la plus proche de nous, d'où son appellation de Proxima du Centaure. Ce trio d'étoiles se trouve à 4,37 années-lumière de nous, ou si vous préférez, à près de 41 000 milliards de kilomètres. Il semble qu'une planète rocheuse, qui serait 30% plus massive que la Terre, graviterait dans la zone habitable de cette étoile. On ignore pour l'instant la taille de cette planète, mais elle pourrait être comprise entre 0,8 et 1,4 fois la Terre. On pourrait donc avoir affaire à une petite Vénus ou à une grosse Terre ou à n'importe quoi d'autre entre les deux. Ce sont là des caractéristiques remarquables, puisque rares sont les planètes de ce type qu'on a repérées parmi les milliers d'exoplanètes découvertes à ce jour. Et comble de bonheur, c'est la plus proche exoplanète qu'on pourrait même espérer trouver. Quelle chance! Qui plus est, selon certains experts, cette planète pourrait être entièrement recouverte d'eau. En revanche, elle gravite à proximité d'une étoile très différente de la nôtre, c'est-à-dire une naine rouge. Ce type d'étoile est 10 fois plus petit que le Soleil et émet au mieux 10% de sa luminosité. La planète en ferait le tour en moins de 12 jours à une distance 8 fois plus proche que ne se trouve Mercure du Soleil. Mais puisque son étoile émet très peu de chaleur, cette planète n'est pas rôtie comme elle le serait dans notre système solaire. Par contre, sa proximité fait en sorte qu'elle présente probablement toujours le même hémisphère à son étoile. Elle serait donc gravitationnellement calée comme notre Lune. En conséquence, l'un de ces hémisphères serait très chaud, toujours exposé à l'étoile, tandis que l'autre serait très froid, éternellement plongé dans l'obscurité. C'est à la frontière entre ces 2 hémisphères que pourrait se trouver une zone tempérée habitable. Quel drôle d'environnement, peut-on se dire. Ajoutons que les naines rouges sont en général des étoiles très actives, très bouillonnantes d'activité. Elles sont le théâtre de bien davantage de violentes tempêtes de radiation que notre Soleil. En conséquence, la surface de la planète risque de recevoir de fortes doses de radiations ultraviolettes et de rayons X. Notons que cette planète est un bel exemple du type de planète qu'on risque de retrouver en abondance un peu partout à travers notre galaxie, puisque plus de 70% de toutes les étoiles sont des naines rouges, tandis que les étoiles de type solaire ne représentent moins de 5% des étoiles de la galaxie. On a d'ailleurs repéré une forte proportion de planètes gravitant très proches de naines rouges. Mais si on suppose pour un instant que cette planète nous offre un lieu propice pour s'établir, serait-elle accessible pour autant? Sachant qu'elle se trouve à 4,3 années-lumière de nous, il faudrait donc 4 années et 4 mois pour y parvenir. C'est déjà là un très long voyage, en supposant que l'on parvienne à se déplacer à l'incroyable vitesse de 300 000 km à la seconde. Or, on est loin, très loin d'envisager d'être en mesure d'atteindre une telle vitesse, même dans un lointain avenir concevable, et on peut même douter que ce soit seulement possible, Claude. Exactement. Mais disons que, à l'heure actuelle, l'engin spatial qui atteint la plus grande vitesse est la sonde Parker qui explore actuellement l'atmosphère du Soleil. Celle-ci a atteint la vitesse record de 700 000 km à l'heure, c'est-à-dire 1 1500e de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, il faudrait 6500 ans pour parvenir à Proxima. Mais supposons pour le plaisir de la discussion qu'un jour pas si lointain, on parvienne à atteindre, disons, 1/10 de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire filer à 100 millions de kilomètres à l'heure. Il faudrait alors 43 ans de vol interstellaire pour parvenir à destination. Mais quelle que soit la façon de nous y rendre, toute communication radio prendra 4,3 ans à nous parvenir de Proxima, et tout échange bidirectionnel prendra près de 9 ans. Autant dire qu'on entendrait très peu parler ces éventuels colons humains qui s'installeraient sur la plus proche exoplanète qu'on puisse imaginer. Imaginez maintenant un monde habitable situé à 50, à 100 ou à 500 années-lumière de nous.
Il s'agit pourtant de distances très courtes en regard d'une galaxie qui s'étend sur 100 000 années-lumière. Autrement dit, les probabilités sont très fortes que si un jour on repère une exoplanète véritablement habitable, elle se trouvera très loin de nous, mais qui sait, on découvre tellement de planètes de nos jours. Exactement. D'où l'idée qu'un jour, nous coloniserons la galaxie et qu'on maintiendra de fréquents liens, des échanges et des relations étroites avec nos colonies interstellaires, comme nous le font souvent miroiter les auteurs de science-fiction. C'est en réalité de la pure fantaisie. Conclusion, exilés de la Terre. Mais revenons à nos moutons. Imaginons simplement qu'un jour, on aille s'installer sur Mars et que l'on y bâtisse un environnement et un habitat assez confortable. On doit aussi imaginer, si on veut rester dans la réalité, que les colons auront tout laissé derrière eux, comme l'ont fait jadis les Européens venus s'installer en Nouvelle-France et en Nouvelle-Angleterre. Imaginez-vous donc à leur place. En quittant la Terre, vous laisserez derrière vous tous vos proches, familles, descendants, amis, etc. Ainsi que tout ce que vous avez connu et tout ce qui vous est familier. C'est un peu ce que vivent ceux et celles qui séjournent 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Et comme le relate Scott Kelly, tant de petites choses auxquelles on ne songe guère, qui nous manquent lorsqu'on est hors de la Terre. Et si on peut en ajouter une autre, loin de la Terre, plus de réseaux sociaux, plus d'Internet, plus d'échanges par cellulaire. Ciel! Pouvez-vous vous imaginer vous exiler ainsi de la Terre? On pourrait même se demander quel type d'individu serait prêt à faire une telle chose. Est-ce vraiment un rêve que d'installer une colonie à l'extérieur de la Terre où qu'elle soit? Et même si on imagine des conditions paradisiaques, seriez-vous prêt à vous exiler? Voilà qui fait le tour d'horizon d'un sujet qui fait beaucoup rêver, en espérant avoir répondu aux questions de notre ami architecte Arnaud. Normalement, dans 2 semaines, nous reviendrons sur la course à la Lune que se livrent les Américains et les Chinois. Il sera bien sûr question de la mission Artemis 2 qu'on vient de vivre et de bien d'autres choses. Et d'ici là, si vous avez le goût de correspondre avec nous, de nous poser des questions, de nous faire des suggestions, sinon même des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire, j'ai toujours plaisir à vous lire. Notre adresse, c'est toujours baladovde@gmail.com, baladovde@gmail.com. Et donc, on se retrouve dans 2 semaines pour parler de la course à la Lune dont on vient de vivre un épisode assez fascinant, je l'imagine bien. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent, notamment sur Patreon, grâce à qui ce balado continue d'exister. Je vous rappelle qu'à partir de 5$, vous avez accès à tous les fascicules qui accompagnent les balados et vous avez également accès aux épisodes avec 2 semaines d'avance. Si vous êtes intéressé, direction le site patreon.com, Voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier et Cédric Caillot, avec Claude Lafleur au contenu, Laurent Runigo et Dylan Baillargeon à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.